Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau web module patrimonial intitulé Entre cours et jardin, l'architecture des communs au XVIIe et XVIIIe siècle. Cette conférence sera animée par Christophe Morin, maître de conférence en histoire de l'art à l'Université de Tours, directeur du laboratoire de recherche Intrus, interaction, transfert, rupture artistique et culturelle, et administrateur à la PGRC en qualité de représentant du Collège des amateurs de l'Indre. Au cours de sa présentation, Christophe Morin souhaite montrer, au travers d'exemples parfois peu communs, comment l'architecture des communs et des dépendances concourt avec le jardin à l'élaboration d'une composition d'ensemble du château. Je laisse la parole à Christophe Morin. Merci, cher Michel. Ce que je voudrais, au travers de cette présentation aujourd'hui, c'est effectivement vous montrer quelques exemples de ces châteaux plus ou moins connus du XVIIe siècle, pour schématiser, ou plutôt même du XVIIIe siècle. Vous montrer quelques exemples qui présentent cette architecture plus ou moins monumentale des communs et des dépendances. Et surtout, ce que je voudrais vous montrer, c'est la manière dont cette architecture concourt à la mise en scène du logis ou du jardin. On va le voir avec l'exemple de Chantilly, par exemple, qui est évidemment l'un des plus célèbres des châteaux que je vais vous présenter. Donc, c'est entre cours et jardin, l'architecture des communs au XVIIe et surtout au XVIIIe siècle dont je voudrais vous parler. Et j'ai mis ici en tête de gondole, si l'on peut dire, cette vignette qui rappelle que le jardin est aussi le territoire du travail du jardinier. Et ici, vous avez un florilège des instruments de jardin, des instruments aratoires du XVIIIe siècle qu'il faut bien à un moment donné ranger dans des communs, dans des dépendances, dans des orangeries, dont on va voir que leur architecture est parfois assez savante. Alors, la formule la plus classique que l'on peut présenter, si le mot veut dire quelque chose, c'est celle que présente Jacques-François Blondel dans sa distribution des maisons de plaisance, publiée en 1737. Et on a ici la manière la plus conventionnelle, la plus traditionnelle d'organiser les communs et le jardin. Alors ici, on a évidemment un avatar du jardin dit de le nôtre ou dit à la française dans cette première moitié du XVIIIe siècle. On le voit dans la partie basse de cette diapositive. Vous avez ici le château qui est entouré de ces deux ailes de communs qui abritent, dans le cas qui nous intéresse ici, d'un côté les cuisines et de l'autre l'orangerie. Voici le plan que Blondel ajoute, sa planche générale de la partie 1 du tome 1 de la distribution des maisons de plaisance. Et on voit que derrière une façade qui, malgré tout, est assez monumentale, l'architecte distribue une série de locaux véritablement destinés aux cuisines, au service de la bouche du château. De l'autre côté, symétrique à cette aile de cuisine, comme je vous le disais, il présente une aile d'orangerie qui, et c'est un point assez intéressant, est accompagnée d'un appartement de bain. Et on voit ici que le clivage, la distinction entre bâtiment d'utilité et bâtiment d'agrément est ici un peu battu en brèche par l'architecte. Le premier exemple plus concret sur lequel je voudrais m'attarder un tout petit peu, c'est l'exemple du château de Bourg-Saint-Léonard dans l'Orne, dont vous avez ici une vue aérienne, vue à vol d'oiseau, dans une carte postale ancienne. Ce château de Bourg-Saint-Léonard, il est construit, disons, entre 1763 et 1767 par l'architecte Alexandre Gérard Vermin, pour Jules David Chromot-Dubourg, qui n'est autre que l'intendant, le gestionnaire des biens du comte de Provence. Il achète donc cette seigneurie et fait bâtir plus ou moins ex nihilo un château par Vermin. Ce Vermin, c'est un architecte parisien, un petit peu un second couteau, mais qui ici met en scène, met en œuvre de manière assez intéressante les communs. Ce que je voudrais montrer au travers de cet exemple, c'est à la fois comment les communs expriment la fonction qu'ils abritent,
soit ici les écuries à gauche et l'orangerie à droite, la manière dont l'architecture exprime la fonction du bâtiment, mais également comment l'architecte compose véritablement la séquence d'accès au château ici en intégrant les communs. Ce que montre également cette image, c'est un état, disons, un peu tardif. Nous sommes ici dans les années 70, 80, 1970, 1980. Et je terminerai ce premier exemple en vous montrant comment, dans le fond, cet ensemble a été très profondément transformé depuis les dessins que j'ai pu retrouver aux Archives nationales de Vermin, donc des années 1760. Voici tout d'abord l'élévation, une vue plus exactement, de l'élévation de l'aile de l'orangerie construite en 1763. Il s'agit d'un bâtiment couvert d'un comble brisé, et vous le voyez, une architecture qui est somme toute relativement sobre, bien plus que l'exemple que j'ai présenté précédemment chez Blondel, où vous aviez une architecture très élaborée, une architecture noble, très sophistiquée. Ici, on est plus dans une architecture que l'on pourrait qualifier de vernaculaire, plus exactement de provinciale, avec simplement au cœur de la composition de ce bâtiment un frontispice qui met en scène, si l'on peut dire, avec cette jolie arrière-voussure, la porte d'entrée de cette orangerie au-dessous d'un fronton cintré qui fait écho ici au bâtiment de l'orangerie où l'on retrouve le même type de composition avec le frontispice en partie centrale. Frontispice qui est orné, vous le voyez, de chevaux cabrés qui s'embrassent ici de manière assez amusante. Le dessin en est un peu naïf. Et en fait, cette composition de Vermin reprend ici le modèle des écuries de Chantilly, sur lesquelles je ne m'attarderai pas ici, mais qui est sans doute le prototype de cette composition. Voici ici le même fronton, le symétrique de ce fronton des écuries avec celui de l'orangerie, où on le voit, l'architecte ici dessine une composition qui s'apparente à la nature morte, où l'on retrouve tous les instruments aratoires et les différents instruments de jardin, puisque on trouve pêle-mêle le râteau, l'arrosoir, le seau, etc. La pelle ici et évidemment une corbeille de fleurs au centre de la composition. Je n'ai pas le temps de véritablement m'attarder sur les sources de cette iconographie, mais on connaît d'autres exemples qui sont notamment chez Pierre Contant d'Ivry, publiés à partir de 1760, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Pour prolonger cette présentation un petit peu rapide des communs, voici donc une vue aérienne de ce château avec sa grande séquence d'accès qui est coupée ici par le grand chemin, la voie publique, avec d'un côté, on le verra sur l'image suivante, un bassin qui sert de miroir à la grande composition que vous avez à droite, avec une avant-cour, une grande cour d'honneur, séparée ici par une allée qui conduit des écuries, à l'orangerie à l'opposé. Ce qui m'intéresse ici, c'est qu'on le voit, il y a des éléments de symétrie que constituent ces deux bâtiments et qui encadrent le château qui lui-même présente, on le voit sur cette vue aérienne, deux avant-corps bien symétriques. Voilà, on est ici dans une composition tout à fait classique, mais avec ces quatre tapis verts et ces taupières plantées plus ou moins régulièrement en avant des communs, on a en fait la trace de la composition originelle de Vermin qui est assez intéressante, comme on le voit sur ce document, puisque, et c'est ce qui a disparu, l'avant-cour et la cour d'honneur, vous le voyez, sont bordés par une série de murs qui viennent cadrer plus encore la composition et qui expliquent que sur la diapositive précédente, vous aviez ce petit bâtiment qui a l'air comme une excroissance asymétrique dans l'ensemble. En fait,
On ne voyait pas à l'origine ce bâtiment qui était inclus, vous le voyez dans cette aile ici, parce qu'il était dissimulé par ce mur. Sans doute, les bâtiments que je vous ai présentés d'orangerie ici et d'écurie là, étaient-ils eux-mêmes un peu masqués aux yeux du visiteur, mais dans le fond, on ne sait pas, on ne connaît pas ici la hauteur de ce mur et donc on peut imaginer que même si le regard du spectateur était recadré par ces murs, il laissait apparaître l'élévation de nos deux bâtiments dont vous voyez qu'ils ont été eux-mêmes amputés au fil du temps. Voilà donc un premier exemple de ces bâtiments de commun liés au jardin qui mettent en scène le corps de logis. Le deuxième exemple que je voudrais prendre, c'est un exemple de la région centre. Il s'agit du château de Ménard, dont je vous mets ici de manière un peu brutale peut-être une vue de l'intérieur de l'orangerie qui vous montre un instrument aratoire particulièrement intéressant puisque c'est une commande du marquis de Marigny qui consiste en une machine élévatoire pour les caisses à oranger, ce qui explique qu'elle est conservée aujourd'hui dans l'orangerie de ce château. Ce château, il devient la propriété de la marquise de Pompadour en 1760, puis de son frère à la mort de cette dernière en 1764. Et c'est le marquis de Marigny, donc le frère de la Pompadour, qui, à partir de cette date, fait intervenir dans son château Jacques-Germain Soufflot, son mentor à l'occasion du grand tour qu'il réalise avec ce dernier dans les années 1750. Il le fait intervenir pour embellir son château. L'embellissement de ce château de Ménard va passer par l'érection de l'orangerie sur la terrasse inférieure du château et de la fameuse rotonde qui est le moyen le plus cher que l'on ait trouvé pour faire passer d'une terrasse à l'autre. C'est évidemment pour l'architecte une tribune ou, comment dirais-je, le moyen d'assurer sa promotion. Il profite de ce chantier tout à fait dispendieux que le marquis de Marigny, qui est alors directeur général des bâtiments du roi, lui demande de construire pour publier une série de planches gravées, dont un exemplaire est conservé aujourd'hui aux archives départementales de Loir-et-Cher, que je vous montre ici. Voici donc le plan, l'élévation et la coupe de cette orangerie qui donc est destinée à abriter les richesses botaniques du marquis de Marigny et qui est conçue par Soufflot comme une architecture moderne avec l'emploi de la brique, de la pierre et surtout de cet appareil de chêne harpé autour des fenêtres. Et en même temps, un bâtiment luxueux et technique. On a vu tout à l'heure la vue de l'intérieur avec cette très belle voûte en berceau avec une magnifique stéréotomie, les richesses botaniques du marquis de Marigny. Et en fait, cette orangerie vient décorer la terrasse inférieure du château. L'architecte va donc, pour permettre d'accéder à la terrasse supérieure, c'est-à-dire au château, construire cette extraordinaire rotonde que l'on peut admirer encore aujourd'hui à Ménard, rotonde qui abritait une sculpture tout à fait précieuse qui constituait l'un des fleurons des collections de Marigny. On le voit donc ici encore, l'orangerie et ce bâtiment de la rotonde sont à la fois des bâtiments fonctionnels, mais aussi des bâtiments qui entrent dans la composition des alentours du château, comme des bâtiments qui évoquent une antiquité régénérée. Hein, c'est véritablement l'époque de l'abbé Laugier, l'époque du goût à la grecque, et le marquis de Marigny, bien sûr, va en être le promoteur, Jacques-Germain Soufflot, le principal artisan. Donc voici une photo plus récente de ce bâtiment et on voit bien comment s'articulent à la fois la rotonde et l'orangerie qui sont donc des éléments à la fois de luxe mais aussi
des éléments qui vont permettre de cadrer la composition du jardin, des terrasses, du château, donc dans cette campagne des années 1770 de ce château de Ménard. Un troisième exemple que je voudrais maintenant aborder avec vous assez rapidement, c'est celui de Chanteloup. On est à peu près dans les mêmes époques, à la même époque, chez le duc de Choiseul, grand ministre de Louis XV, exilé pour avoir dit du mal de la marquise de Pompadour. Et à l'occasion de cet exil, il fait construire la très fameuse pagode. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici, mais plutôt la manière dont son architecte, dans quelques années auparavant, dans les années 1760-70, recompose, à dire vrai, le château de Robert de Cotte en disposant, vous le voyez sur cette vue à vol d'oiseau, en disposant à gauche du corps de logis et de la cour d'honneur qui se trouve ici, ce bâtiment qui est un bâtiment d'orangerie, on va le voir juste après. Évidemment, l'ensemble est aujourd'hui disparu. Ce bâtiment d'orangerie qui, on le comprend bien sur cette vue à vol d'oiseau, vient dans le fond faire écran à la cour de commun qui est située en arrière, on le voit ici. Voici le document originel de Louis-Denis Le Camus qui vous montre la composition de cette séquence d'accès et de ce grand château. Donc, on reconnaît ici notre corps de logis en U, et puis ici, cette cour de commun devant laquelle l'architecte dispose, ici, on la voit bien, cette grande orangerie. Le document suivant, qui est un plan de distribution un peu plus ancien, est tout à fait passionnant parce que là encore, on voit comment l'utilité et l'agrément sont véritablement intimement associés à l'intérieur de ces plans de château et de jardin, à dire vrai, puisque notre orangerie, elle est un peu ici hors champ. En tout cas, l'architecte ne s'y intéressait pas sur ce document précis, mais ce qui est intéressant, c'est que on voit que l'orangerie est associée à l'écurie. On a vu que tout à l'heure, avec le cas de Blondel, l'orangerie était symétrique des cuisines. Ici, les cuisines sont intimement associées à l'orangerie avec cette idée plutôt intéressante et avant-gardiste d'utiliser la chaleur produite par la cheminée de la cuisine, on voit ici le plan du four, pour chauffer l'orangerie. L'exemple que je voudrais vous montrer maintenant, c'est celui de Chantilly. Je ne vous parlerai pas des écuries qui sont disposées ici de manière, là encore, très, très spectaculaire, mais plutôt de cet ensemble que nous avons ici et qui, dans le fond, est tout à fait fondamental pour l'organisation de l'espace autour du château. Cet ensemble qui remonte au XVIe siècle avec ici la galerie des serres est complété au XVIIe siècle sur des dessins de Jules Herdin Mansart et surtout à sa suite de Robert de Cotte par ce grand bâtiment d'orangerie ici qui est disposé à angle droit par rapport à la galerie des serres et qui, depuis le château, c'est véritablement cela qui importe dans la composition de cet ensemble, permet d'avoir une vue architecturée, une vue bornée et qui, d'une certaine manière, permet de ne pas voir depuis le château tout ce que vous avez ici, ce qu'on pourrait appeler les arrières de ce domaine de Chantilly, avec le potager, avec les maisons des seigneurs, etc. Et en fait, ce grand L que nous avons ici sert de rideau, d'écran à ce que le prince de Condé ne veut pas montrer. De la même manière, les écuries d'Aubert ici vont elles aussi dissimuler une partie de ces bâtiments ancillaires, de ces espaces ancillaires, de ces espaces de potager du domaine que le prince ne veut pas montrer. Alors, on peut s'en rapprocher grâce à ce très extraordinaire et très exceptionnel album du Comte du Nord, réalisé dans les années 1780 à l'occasion de la visite du Comte du Nord, c'est-à-dire
le futur tsar Paul Ier et que le prince de Condé offre à ce dernier. Donc, à l'intérieur de cet album, nous avons une représentation de la galerie des Serres et ici de l'orangerie, deux bâtiments donc disposés à angle droit. Mais là encore, entre utilité et agrément, entre cour et jardin, dissimulant l'un pour montrer l'autre, l'architecte dispose à l'angle, ici, une salle de spectacle. Et on voit que ici, l'orangerie n'est plus associée à l'écurie, ni, pardon, aux cuisines, mais à un autre bâtiment d'agrément, un bâtiment qui est tout à fait dans cet esprit de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, le siècle de la théâtromanie, à savoir une salle de spectacle. Alors ici, vous avez une gravure de Mérigot qui date de 1789 et qui vous montre cet ensemble avec l'orangerie d'Ardouin-Mansart réalisée par Robert de Cotte à droite et ici, donc, le bâtiment de la Galerie des Serres dont on a l'extrémité. Et bien sûr, une représentation du château à l'arrière-plan. Sur cette autre planche de l'album du Comte du Nord, on voit un peu mieux le détail de cette salle de spectacle associée donc à l'orangerie. Évidemment, sur cette partie de l'image, on voit les grandes arcades de l'orangerie qui sont curieusement bouchées. Oui, parce que la façade que nous avons sous les yeux, c'est la façade nord de l'orangerie. Et donc, cette façade, elle est aveugle. Les ouvertures de l'orangerie, elles sont situées de l'autre côté, à l'arrière-plan, de l'autre côté du bâtiment. Ce qui m'intéresse ici, c'est, au-delà de ces arcades aveugles, c'est la coupe du théâtre que vous avez ici, coupe du théâtre qui montre un mur de scène qui intègre une fontaine disposée à l'arrière de ce complexe et qui est utilisé comme rideau de scène, comme mur de scène pour la salle de spectacle. On voit bien ici comment l'architecte intègre un bâtiment d'utilité, l'orangerie, un bâtiment d'agrément, la galerie promenade des Serres, dans un complexe complètement moderne, à savoir cette salle de spectacle, évidemment, qui présente tout le luxe du décor que l'on peut imaginer chez ce grand seigneur. Je voudrais ensuite vous présenter un autre exemple particulièrement intéressant, bien que moins spectaculaire, moins beau, si l'on peut dire, en tout cas moins harmonieux, qui semble moins fini, moins abouti, c'est celui du château de la Roche-Guyon. Château de la Roche-Guyon, dont je vous présente ici une vue à vol d'oiseau que j'emprunte aux archives départementales qui date de 1741 et sur laquelle on voit ce château médiéval que Louis de Villars va, à partir du milieu du XVIIIe siècle, transformer, moderniser, régulariser, afin de faire de la demeure de ce grand seigneur, le duc de la Rochefoucauld, un château moderne, régulier, symétrique. Alors c'est évidemment un peu une vue de l'esprit, parce qu'il n'est pas question ici de reconstruire totalement le château, mais on va le voir plutôt grâce à la construction de bâtiments que l'on suppose, que l'on souhaite réguliers et symétriques, rendre cet ensemble moderne et régulier. Voici comment Louis de Villars va tenter, mais son projet est inabouti, de régulariser et moderniser ce château de la Roche-Guyon. Vous le voyez, il a certes augmenté les bâtiments à l'arrière, mais ça ne nous intéresse pas ici. Il a surtout construit au pied du château, dans la cour basse, ce bâtiment d'écurie en retour d'équerre par rapport au corps de logis. Et sur la partie droite, l'architecte prévoyait de bâtir un bâtiment symétrique qui devait lui aussi abriter une orangerie. Donc là encore, on a un grand classique, si l'on peut dire, de la composition traditionnelle de la séquence d'accès au château, puisqu'on encadre la cour d'honneur à la fois d'un bâtiment d'écurie et d'un bâtiment d'orangerie.
Voilà le bâtiment qui a été réalisé donc, par Louis de Villars. Nous sommes en 1743. Et vous le voyez, l'élévation de ces grandes arcades avec ces claveaux saillants à la clé se prolonge sur le mur de terrasse du château et devait se prolonger enfin sur le troisième bâtiment, sur le troisième côté de cette cour, formant ainsi un ensemble symétrique. Par chance, le projet n'a pas abouti et vous le voyez, de manière beaucoup plus subtile, l'architecte s'est contenté de réaliser deux bâtiments formant un L, sur le modèle de ce que l'on a vu à Chantilly précédemment, ce qui permet aux visiteurs, aux spectateurs, aux promeneurs de voir par cette grille qu'il perçoit depuis le grand chemin, qui permet donc d'embrasser. En arrivant par le grand chemin, le spectateur peut, grâce à la grille et à l'absence de l'orangerie sur la droite de cette image, embrasser le paysage de la cour d'honneur du château, plus exactement de la cour des écuries du château, avec ce bel ensemble régulier d'écuries et la terrasse du château et le corps de logis sur la partie droite. Voici un détail qui montre bien le souci de la modernité de Louis de Villars et cette idée qu'il est dans le coup, si l'on peut dire, puisqu'il reprend ici le modèle de Coustou qui, à cette époque-là, n'est pas encore installé dans les jardins de Marly et qui est juste visible dans l'atelier de ce dernier à Paris. Voilà le cheval, l'un des chevaux cabrés de Coustou, bien connu, que l'on peut voir aujourd'hui dans la cour Marly du Louvre. L'autre côté de ce même cheval cabré de Coustou, et on voit bien ici que Louis de Villars et son sculpteur copient l'œuvre de Coustou. Ce document, là encore, que j'emprunte au chartrier du château déposé aux archives départementales du Val d'Oise, ce document est particulièrement intéressant parce que, bien qu'il s'agisse d'un relevé du chartrier du château de la Roche-Guyon, on voit que l'architecte représente un projet. En effet, sur ce document, on voit ici le bâtiment des écuries que je viens de vous présenter et on voit également projeté le bâtiment de l'orangerie qui, lui, en revanche, ne sera pas réalisé. Ce que montre ce document, c'est une entrée disposée au milieu de cette cour d'honneur et qui devait offrir aux visiteurs la vue symétrique et régulière d'un château moderne, en tout cas dans sa partie basse, le corps de logis ayant de son côté été assez peu retravaillé, nous l'avons vu. Ce nouveau document que je vous montre maintenant est particulièrement saisissant parce qu'il vous montre comment, dans le fond, le projet de Louis de Villars s'intègre dans une vision beaucoup plus large du château qui s'étend cette fois-ci à tout le territoire, à ce méandre de la Seine, au fond duquel est disposé ici le château, avec cette idée que de l'autre côté de la Seine, où le duc de la Rochefoucauld dispose d'un massif forestier assez important, comme vous pouvez le voir, de l'autre côté de la Seine, et doit être percée une grande avenue que vous avez ici, grande avenue qui devait déboucher sur une place, un rond-point, lequel rond-point était disposé pile en face du château qui se trouve ici et de la cour des communs disposée juste en dessous de ce dernier. En fait, on le voit ici, ce projet inabouti s'intègre dans une vision très large du territoire de ce domaine de la Roche-Guyon et bien qu'aujourd'hui l'ensemble ne soit pas complètement réalisé, nous avons un bel exemple de cette volonté de symétriser, si vous me permettez le barbarisme, de régulariser en tout cas un ensemble médiéval
avec cette idée sous-jacente que, au travers de la régularité du château, au travers de la régularité du domaine, c'est le pouvoir du seigneur d'organiser le territoire qui est mis en scène. Alors, avec le château de Valençay, ce nouvel exemple est lui aussi tout à fait passionnant parce que on va voir comment le propriétaire, qui est ici un certain Legendre de Villemorien, un richissime fermier général qui achète en 1766 le domaine de Valençay, nous allons voir donc comment Legendre de Villemorien va transformer ce qui est conçu probablement au siècle précédent ou à la fin du XVIIe ou au début du XVIIIe siècle, tout à fait le début du XVIIIe siècle. Nous allons voir comment ce qui est conçu initialement comme, c'est ce que disent les textes en tout cas, la maison du jardinier, avec tous les guillemets qui s'imposent, est en fait transformé par l'architecture et à la demande de Legendre de Villemorien en une espèce de fabrique, donc dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, une fabrique tout à fait spectaculaire au pied du château. Alors je vous montre ici quatre vues plus ou moins anciennes, cartes postales de ce château. Évidemment, le château connu aujourd'hui comme celui du prince de Talleyrand, qui dans le fond, depuis le XVIe siècle, appartient à la famille d'Étampes. Ce sont ces derniers qui font bâtir ce que l'on appelle donc la maison du jardinier disposée au pied du château. On la voit ici sur cette vue aérienne, cette maison du jardinier, qui rentre dans un ensemble tout à fait intéressant et qui mériterait une étude approfondie. L'ensemble est ici bordé par une rivière et on voit ici cette petite maison qui, on va le voir tout à l'heure en détail, présente une élévation une architecture tout à fait soignée. Cette maison du jardinier, elle apparaît ici sur cette vue à vol d'oiseau du fond Guénière, conservé à la Bibliothèque nationale. Vous voyez, elle se trouve ici en contrebas du château. Elle est accompagnée de cet ensemble de jardins en contrebas du château. Voici une vue de Louis-Gabriel Moreau que j'ai eu la chance de retrouver au musée du Louvre, qui vous montre donc les jardins aménagés à l'anglaise en 1792, donc par Legendre de Villemorien, puis son fils, à la veille de la Révolution. Mais plus intéressant que cela, c'est cette autre vue du château de Valençay, toujours par Louis-Gabriel Moreau, à la même date, et qui nous intéresse, puisque, vous le voyez, les Legendre ont décidé d'associer étroitement le château, la terrasse haute, à cet ensemble de la maison du jardinier que vous avez ici, qui est transformé, on le voit dans ce document, en promenade. Alors c'est assez singulier parce que on a sur cette gouache à la fois des jardiniers, vous voyez les caisses à oranger ici, une série d'échelles, tout ce petit peuple des jardins à l'ouvrage, et en même temps, cet ensemble, manifestement, est devenu un lieu de promenade. C'est en tout cas ce qu'indiquent les belles dames qui se promènent ici avec ses enfants. Et l'ensemble est magnifié, monumentalisé par cet escalier qui subsiste encore aujourd'hui au château de Valençay et qui est véritablement une fabrique monumentale dans cet ensemble et qui réhabilite d'une certaine manière ce bâtiment de la maison du jardinier dans une fabrique de jardin pittoresque. C'est bien ce que cette gouache de Louis-Gabriel Moreau nous montre. Voici une vue récente. Alors évidemment, cet ensemble mérite à la fois de l'intérêt et surtout une urgente restauration. Vous voyez le caractère extrêmement soigné de la stéréotomie de ce bâtiment, qui, une fois encore, mériterait d'être étudié de manière beaucoup plus fine, notamment en ce qui concerne le programme, qui est sans doute lié à un réseau de viviers, à la rivière, etc. Mais je ne m'attarde pas sur cette question, ça reste tout à fait ouvert, évidemment. Voici une vue donc à l'arrière, avec l'escalier que l'on
aperçoit très légèrement ici, au milieu des broussailles, de ce complexe que l'on appelle encore aujourd'hui maison du jardinier. Mais une fois encore, il faudrait réévaluer complètement la valeur et l'intérêt, le programme de cet ensemble. Voilà pour le château de Valençay. Et je voudrais terminer avec un autre exemple où on va le voir cette fois-ci, les communs sont utilisés pour masquer une irrégularité du jardin. C'est en tout cas ce que l'architecte, dans une correspondance qu'il a avec le maître d'ouvrage, à savoir le baron de Breteuil, qui est propriétaire de ce château de l'Eure, il s'agit du château de Dangu. L'architecte, pour le baron de Breteuil, nous indique qu'il dispose la maison de l'architecte comme élément de symétrie, un élément qui va masquer une irrégularité des bâtiments. Alors, ici, j'ai mis le plan originel de ce château de Dangu, et on le comprend très, très aisément, un château médiéval avec une basse-cour, des douves sèches, et puis un corps de logis quasiment circulaire autour de cette cour d'honneur. L'architecte va s'employer à régulariser, à transformer, là encore, en une demeure moderne. Voici le projet qui nous est parvenu, le projet auquel donc est associée la correspondance que j'évoquais précédemment. Et vous voyez que si l'architecte conserve cette cour semi-circulaire, le projet qu'il élabore consiste ici à offrir depuis l'arrivée dans cette cour d'honneur, alors qui se fait soit par ici, soit par là, des bâtiments qui cette fois-ci ne sont pas disposés en L, mais plutôt en V, avec un corps de logis et un appartement de parade ici tout à fait régulier et symétrique. Et puis ici, dans un angle obtus, une grande galerie qui est doublée à l'arrière par des bâtiments de remise et d'écurie. Ce qui m'intéresse ici, c'est plus précisément la maison du jardinier qui est disposée tout à fait dans la partie haute de ce document ici et qui, nous dit l'architecte, a pour objet visuel de masquer l'irrégularité de cette partie de l'ensemble du jardin, du domaine, qu'il régularise d'une certaine manière. Voilà. Pour conclure, si l'on peut dire, ou pour ne pas conclure ces différents exemples que je viens de vous montrer, ce que j'espère vous avoir montré en tout cas, c'est comment et combien cette architecture d'utilité, cette architecture des communs, cette architecture des dépendances est en fait indispensable pour composer un jardin, pour composer la perspective, l'accès au château. Ce que j'ai essayé de montrer, c'est combien cette architecture des bâtiments d'utilité, des bâtiments d'agrément, cette architecture des communs, cette architecture des dépendances est utile, est indispensable et en tout cas un élément à retenir dans la composition à la fois du château et des jardins. En fait, ils participent de la séquence d'accès au château et doivent aujourd'hui comme hier être pris en compte dans l'étude du domaine, l'étude du château à l'époque moderne. Je vous remercie. Merci Christophe. Vous nous ouvrez de nouveaux horizons. Vous venez de nous démontrer que les bâtiments d'utilité participent souvent de la mise en scène du corps du logis, mais peuvent également, dans le cadre de compositions subtiles, permettre d'isoler le jardin de son environnement et de renforcer ainsi l'idée de paradis. Nous espérons que 2022 sera l'occasion de reparler de ce sujet avec vous lors du colloque organisé par la DRAC Centre Val-de-Loire intitulé Jardin côté cour. Je vous remercie tous et à bientôt pour un nouveau web module patrimonial.